La plage était déserte. Le vent soufflait si fort que je distinguais à peine le bruit des vagues. Au début, je n'ai rien vu. Puis quelque chose a attiré mon regard dans le sable humide. Une main de femme. Et autour de son doigt, la bague de Whitmore. Je me souviens être resté immobile plusieurs secondes. Pendant toute l'enquête, j'avais essayé de comprendre si je poursuivais une seule femme ou deux femmes différentes. Et maintenant, une partie de la réponse se trouvait devant moi. Le reste du corps, lui, n'était nulle part. Les recherches ont commencé dès le lendemain matin. La police locale a fouillé les falaises, les rochers, les plages voisines. Rien. Aucun corps, aucun vêtement, aucun sac. Seulement cette main et cette bague. Pour la police, l'affaire semblait presque réglée. La bague appartenait à Whitmore. Eleanor Vane l'avait volée. Une main de femme venait d'être retrouvée avec cette bague au doigt. Elle appartenait probablement à Eleanor Vane. Et le sort de cette dernière semblait peu enviable. Mais alors, pourquoi cette conclusion me paraissait-elle trop simple? Whitmore fut prévenu presque immédiatement. Lorsqu'il arriva à Blackwater Bay, son premier réflexe ne fut pas de demander si un corps avait été retrouvé. Il demanda à voir la bague. Juste la bague. On la lui présenta dans un sachet transparent. Il l'a observée longtemps. Puis il a simplement dit « C'est bien elle. » C'est bien elle. Pas « c'est bien Eleanor ». C'est bien elle. La bague. Pas la femme. Son désintérêt total pour celle qui l'avait volée et dont la main venait d'être retrouvée sectionnée sur cette plage m'a laissé sans voix. Officiellement, l'affaire relevait désormais de la police. Et pendant plusieurs jours, j'ai essayé de me convaincre que mon travail s'arrêtait là. Après tout, Whitmore avait récupéré sa bague. Mais une question continuait à me revenir. Pourquoi laisser la bague au doigt, si quelqu'un avait réellement voulu faire disparaître cette femme? Pourquoi conserver le seul élément permettant de l'identifier? Puis, je me suis souvenu d'un détail auquel je n'avais pas prêté attention jusque-là. Dans les témoignages recueillis avant la découverte sur la plage, plusieurs personnes décrivaient Eleanor Vane portant la bague à la main droite. Or, la main retrouvée sur la plage était une main gauche. Sur le moment, cela m'avait semblé sans importance. Après tout, les témoins se trompent souvent sur ce genre de détails. Mais plus j'y réfléchissais, moins cette erreur me paraissait anodine. Dans son journal, Bolton signale ici qu'il a relu ce passage plusieurs fois. Une phrase a été rayée puis réécrite à l'identique, comme s'il avait cherché une autre formulation et n'en avait pas trouvé. J'ai alors recommencé à relire les témoignages depuis le début. Chaque heure, chaque lieu, chaque description d'Eleanor Vane. Et cette fois, quelque chose est apparu beaucoup plus clairement. Les contradictions ne concernaient pas seulement les vêtements ou la coiffure. Certains témoins décrivaient une femme gauchère. D'autres affirmaient qu'elle fumait de la main droite. Une serveuse soutenait qu'Eleanor portait sa montre au poignet droit. Une autre jurait exactement l'inverse. Pris séparément, ces détails ne signifiaient rien. Mais mis bout à bout, ils donnaient l'impression troublante que les habitants de Blackwater Bay n'avaient pas observé la même femme. C'est à ce moment-là qu'un détail auquel je n'avais jamais prêté attention est revenu me hanter. Au dos d'une photographie à moitié brûlée retrouvée dans la seconde chambre de l'hôtel, 2 initiales avaient été inscrites au crayon. E.V. Puis, juste en dessous, M.H. Au départ, je n'y ai vu qu'un détail, sans importance. Une annotation,
sans doute les initiales d'une ancienne connaissance ou d'une amie. Mais quelques heures plus tard, en fouillant dans le registre de l'hôtel, j'ai découvert le nom de Margaret Hale, MH. Elle avait occupé la seconde chambre une semaine avant l'arrivée d'Eleanor, mais aucune date de départ n'était indiquée. Elle avait donc pu être encore là. Et soudain, une question s'est imposée à moi. Et si la seconde femme n'était pas une invention de témoins confus? Et si elle avait vraiment existé? J'ai commencé à interroger les employés de l'hôtel sur Margaret Hale, mais c'était comme poursuivre une ombre. Peu de gens l'avaient croisée. Ceux qui s'en souvenaient hésitaient. Certains disaient qu'elle était réservée, d'autres qu'elle évitait les regards, comme si elle ne voulait pas qu'on la remarque. Puis j'ai retrouvé plusieurs lettres dans les affaires laissées à l'hôtel. Elles n'étaient pas signées, mais le ton était intime, presque autoritaire. Une phrase revenait souvent. « Tu dois encore t'entraîner ». Une autre disait « Avec les bons vêtements, personne ne fera la différence ». Et plus loin, « Encore quelques jours, puis tu pourras redevenir toi-même ». Redevenir elle-même. Qu'est-ce que cela voulait dire? Margaret avait-elle accepté de jouer le rôle d'Eleanor, ou y avait-elle été forcée? Plus je lisais ces lettres, plus une idée dérangeante prenait forme. Eleanor n'avait peut-être pas seulement fui avec une bague. Elle avait peut-être construit une autre Eleanor. Une femme capable d'être vue à sa place, une femme capable de porter ses vêtements, de prendre sa chambre, de troubler les témoins. Mais pourquoi? Pour disparaître? Pour accuser quelqu'un? Pour mourir à la place d'une autre? Mais pourquoi Margaret aurait-elle accepté de mourir à la place d'Eleanor? À moins que elle n'en ait jamais rien su, à moins qu'on lui ait donné une autre raison, une raison crédible, assez crédible pour accepter les vêtements, les consignes, les répétitions, assez crédible pour devenir Eleanor quelques heures par jour. Margaret pensait peut-être jouer un rôle, servir de leurre, aider une femme à fuir, ou simplement gagner un peu d'argent en fermant les yeux sur une histoire qui ne la regardait pas. Mais Eleanor n'avait peut-être pas besoin d'une doublure, seulement d'une femme qui accepte de se trouver là, au bon endroit, au bon moment, avec la bague, au doigt. Les lettres retrouvées dans la chambre ne portent aucune signature. Bolton note en marge, écriture féminine, mais laquelle? Il n'a jamais répondu à cette question dans les pages suivantes. Puis un détail m'est revenu. Tous les témoins qui affirmaient avoir reconnu Eleanor ne parlaient pas vraiment de son visage. Ils parlaient de son manteau, de sa posture, de sa façon de fumer, et surtout, de la bague. C'est là que j'ai compris quelque chose. Personne ne m'avait décrit Eleanor. Il m'avait décrit ce qui faisait d'elle Eleanor. Et celle qui portait la bague devenait Eleanor aux yeux des autres. J'aurais dû me sentir plus avancé. Ce n'était pas le cas. Car si la femme retrouvée sur la plage portait la bague, cela ne prouvait pas qu'elle était Eleanor. Cela prouvait seulement qu'au moment de sa mort, quelqu'un voulait qu'on la prenne pour Eleanor. Je suis retourné voir la réceptionniste qui affirmait avoir parlé aux deux femmes le même soir. Cette fois, elle a refusé de me parler. Mais au moment où je quittais le hall, elle m'a glissé une phrase presque inaudible. « Ce n'est pas celle que vous croyez. » Je me suis retourné. Elle avait déjà disparu derrière la porte du bureau. Ce soir-là, je suis resté seul dans ma chambre, avec les fragments du dossier étalés devant moi, la photo brûlée, les initiales EV et MH, les photographies de la bague, les deux chambres, la main, et une question qui revenait sans cesse. Si la morte n'était pas Eleanor, où était Eleanor? Le lendemain, j'ai reçu une nouvelle information. Une
L'employée de l'hôtel, plus âgée que les autres, accepta enfin de me parler. Elle se souvenait d'une dispute. Pas dans le hall, pas dans le pub, dans une chambre du dernier étage, quelques jours avant la découverte de la main. Elle disait avoir entendu 2 voix de femmes, l'une calme, l'autre en pleurs. Puis une phrase très nette. « Tu m'avais promis qu'après ça, je pourrais redevenir moi-même. » Tu m'avais promis qu'après ça, je pourrais redevenir moi-même. Après ça. Après quoi? La fuite, le vol, la disparition, ou quelque chose de pire. À partir de ce moment-là, je n'ai plus cru à une simple confusion. Il y avait bien 2 femmes, mais l'une des 2 avait passé des semaines à effacer la frontière entre elles, et l'autre avait peut-être compris trop tard ce qu'on attendait réellement d'elle. Restait une dernière question. La main retrouvée sur la plage appartenait-elle à Eleanor Vane ou à Margaret Hale? Officiellement, personne ne put répondre. L'eau avait effacé les traces. Les empreintes étaient inutilisables. Aucun corps ne fut retrouvé. Quant à la bague, elle suffisait à Whitmore. Il récupéra ce qu'il voulait récupérer. Et l'affaire fut peu à peu refermée. Mais moi, je n'ai jamais réussi à refermer ce dossier. Parce qu'il y avait encore un détail minuscule. Sur une vieille fiche médicale retrouvée bien plus tard, Margaret Hale était signalée comme ayant eu, enfant, une fracture du poignet gauche. Une fracture mal ressoudée. Or, d'après le rapport que j'ai pu consulter, la main retrouvée sur la plage présentait une ancienne trace osseuse au même endroit. Ce n'était pas une preuve officielle, pas assez pour rouvrir l'affaire, pas assez pour accuser Eleanor Vane, pas assez pour retrouver le reste du corps, mais assez pour me hanter. Parce que si cette main était celle de Margaret, alors Eleanor avait disparu. Pas morte, disparue. Et elle avait laissé derrière elle exactement ce qu'il fallait pour qu'on cesse de la chercher. Une main, une bague, un nom. La bague était retournée à son propriétaire. Mais la femme qui la portait, je n'ai jamais su qui elle était. Le témoignage de Frank Bolton s'interrompt sur ces lignes. L'affaire de Blackwater Bay ne fut jamais officiellement rouverte. Aucun corps complet ne fut retrouvé. Aucune arrestation ne fut prononcée. Margaret Hale disparut presque entièrement des archives locales. Il ne reste d'elle qu'une photographie abîmée, quelques lettres sans signature, et cette mention médicale d'une ancienne fracture au poignet gauche. Une fracture que la main retrouvée sur la plage semblait porter elle aussi. Quant à la bague rendue à Harold Whitmore, Votre martini, madame. Merci.